RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Et un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme chaque week-end, c'est votre rendez-vous dédié à l'actu high-tech et c'est De quoi je me mail. Disponible bien sûr sur le web, vous le savez, comme d'habitude, sur YouTube, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01nettv.com, mais aussi depuis peu, sur votre télé, sur les box Orange et SFR, sur la chaîne 01 TV, en tout cas où vous soyez et quoi que vous fassiez, on est ravis de vous retrouver. Au menu de ce De quoi je me mail tout à l'heure, on va revenir encore une fois, peut-être la dernière fois, sur le CES de Las Vegas, avec un fin connaisseur du CES. Il s'agit d'Olivier Zrati, qui est un consultant en nouvelles technologies qui, depuis de nombreuses années, analyse avec beaucoup de recul le CES de Las Vegas, et on essaiera donc de dresser l'épilogue de ce CES 2020. Je vous rappelle aussi qu'à tout moment, vous pouvez réagir au contenu de ce De quoi je me mail sur la page Facebook, bien sûr, sur Twitter avec le hashtag DQJMM. C'est parti pour votre rendez-vous de tech du week-end. Et on commence bien sûr par l'actu de la semaine, la bouillonnante actu de la semaine, avec le non moins bouillonnant Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. En ces périodes de froid, c'est plutôt rassurant. Tout à fait. Et Christopher Siminelli est là aussi. Chris, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Directeur de la rédaction de 01net.com. Et avec Christopher et Jean-Sébastien, on va faire un point sur l'actu de la semaine et on va commencer par Apple, qui serait visiblement, Jean-Sébastien, dans les starting blocks pour lancer un nouvel iPhone. Oui, qui devrait arriver manifestement dès le mois de mars, puisque Bloomberg cette semaine nous a informé que l'iPhone 9, donc a priori ce serait son nom, qui est l'iPhone low cost de Apple, alors low cost entre guillemets évidemment, il entrerait donc cet iPhone en fabrication dès le mois de février prochain pour une présentation et une commercialisation en mars. Donc c'est assez inhabituel de la part d'Apple, puisque ça ne respecte pas forcément la présentation des iPhones tous les mois de septembre, mais on sait que oui, Apple l'avait fait une année en avril avec l'iPhone SE, justement, premier du nom. Donc cet iPhone, ce serait tout simplement une sorte d'iPhone 8 avec le design et les fonctionnalités de ce modèle-là, du modèle actuel, donc avec du Touch ID, avec de la charge sans fil également, mais avec des caractéristiques améliorées, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la puce A11 comme c'est le cas sur l'iPhone 8, toute dernière puce, ça serait la puce A13, donc vraiment celle qui est dans l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro actuel. Okay. Après, évidemment, ça serait un écran de 4,7 pouces, un écran LCD, et on attend que le prix soit plutôt intéressant, puisque, a priori, l'iPhone 8 partirait de la gamme pour être remplacé par ce modèle-là. Et je vous rappelle que l'iPhone 8 coûte 539 € actuellement, donc ça serait à peu près dans ces tarifs-là. Oui, il se dit qu'il pourrait aussi s'appeler iPhone SE 2. En remplacement de l'iPhone SE qui est le smartphone low cost, comme tu dis. Alors low cost, c'est autour de 500 €. C'est du low cost Apple. On évoque $399. Je pense que ça serait bas quand même, $399. Ça paraît un peu bas. Avec 1 giga de mémoire de stockage. 399. Franchement, même à $500, je me suis un peu amusé à regarder ce qu'on avait dans le monde d'Android à ce prix-là. Et franchement, on a un Pixel 3a qui est excellent en photo. Là, d'après ce qui est pressenti, c'est un iPhone avec un simple capteur photo, donc pas forcément très bon en faible luminosité, pas forcément très bon en mode portrait. On a aussi un Xiaomi Mi 9 qui lui a un écran OLED avec de la charge rapide, ou le Mi 9T Pro qui a un processeur super haut de gamme, une énorme autonomie, un écran OLED à moins de 500 €. Donc on peut trouver par exemple un Samsung SE on peut se poser S10 SE. On peut se poser la question de l'intérêt de ce smartphone, même pour les gens qui veulent à tout prix un smartphone Apple. Peut-être qu'il vaudrait mieux acheter un iPhone 10 reconditionné plutôt qu'un iPhone 8 qui techniquement est quand même 9 qui techniquement sera un peu à la rue, quoi. Alors il aura le dernier processeur quand même, je veux dire, ça c'est sûr. Il sera mis à jour au niveau technique, mais bien sûr, après, évidemment, ça il aura ses limites. Caméra, c'est pour les gens qui veulent vraiment du iOS, qui n'ont pas envie de passer à. Est-ce qu'il existera en grande version? Alors a priori non. Non, il y aurait que la petite version en fait. Il ne serait pas en plus. Non. Et puis je trouve qu'en 2020 sortir un smartphone avec le design de l'iPhone 8.
Quand on voit des smartphones Android avec quasiment plus aucune bordure d'écran, franchement, qui sont avec un design assez impressionnant, revenir à ce bon vieux format avec le bouton sous l'écran, les grosses bordures, c'est un peu violent. C'est vrai que c'est un design qui est un peu vieilli. Bon, écoutez, on verra bien ce qui va se passer. Hein. Ça se précise parce que ça fait un moment qu'il y a cette rumeur de sortir un iPhone. C'est quand même rarissime qu'Apple sorte un iPhone comme ça au printemps. En général, tout est calé pour la rentrée. Alors, il y avait eu l'iPhone SE il y a quelques années, mais c'est rarissime quand même. Hein. C'est assez étonnant. On va voir. On verra bien. Alors justement, ça c'est pour mars. Et puis en septembre, alors là, il y aura la grosse palanquée des nouveaux iPhones qui sortiront. Ce seront sans doute des iPhone 12. On ne sait plus d'ailleurs. Oui, ça sera sans doute iPhone 12. Après 11, attends. Oui, après 11, qu'est-ce que c'est 11,5 mais non, ça ne serait pas bon. Ça sera l'iPhone 12. Et on commence à avoir des informations concernant l'iPhone 12. Oui, c'est le site japonais Mac Otakara, qui est un site qui a souvent de très bonnes informations sur... Mac Otakara. Tout à fait. De très bonnes informations sur Apple. Ils sont au taquet chez Otakara. C'est ça, ils sont au taquet chez Otakara. Et selon eux, il y aurait 4 nouveaux modèles d'iPhone à partir de septembre prochain. 4 ? Alors voilà, ça se décomposerait donc en 2 modèles qui seront donc les iPhone 12 a priori, qui succéderont à l'iPhone 11 actuel, mais qui auront cette fois-ci des écrans OLED avec 2 tailles d'écran 5,4 et 6,1 pouces, donc toujours avec le double capteur caméra à l'arrière. Et puis 2 iPhone 12 Pro, donc cette fois-ci, qui eux aussi auraient des écrans OLED forcément. 44 capteurs photo derrière. Alors a priori toujours les 3. Toujours 3. Voilà, toujours les 3 a priori. Avec 2 tailles d'écran de 6,1 et 6,7 pouces. Mais surtout, le design serait complètement différent puisque ça serait le design hérité des iPad Pro. C'est-à-dire avec des bords beaucoup plus anguleux. On reviendrait un petit peu au design de l'iPhone 4. Finalement. Mais oui, mais que j'adorais. Moi, c'était mon iPhone préféré, l'iPhone 4, avec ses bords arrondis, ce côté un peu classieux, etc. J'adorais ce produit. Oui. Et donc, ça serait un peu ce design-là hérité de ces iPads. Ouais, c'est intéressant parce que Apple a pris l'habitude quand même de renouveler le design de ses smartphones sur 2 voire parfois 3 générations. Là, ce serait intéressant qu'ils passent à autre chose, surtout que, encore une fois, sur le plan du design, dans le monde Android, il se passe beaucoup de choses avec des formats hyper impressionnants. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve que Apple se renouvelle un peu le genre. Mais ça va être aussi, tu dis si je me trompe, JS, mais Jean-Sébastien, mais peut-être le tu premier... peux l'appeler JS, il n'y a pas de problème. JS. Le premier nouvel iPhone sans Jonathan Ive aussi. A priori, qui sera aux manettes finalement du design, qui va présenter ou représenter le design de ce nouvel iPhone. Cela dit, quand on voit le temps de parcours de la création d'un nouvel iPhone, on peut imaginer que Ive soit quand même, ait été quand même là pour le design de celui-ci. En plus, c'est un design qui a été fait a priori quand Ive était encore là. Après, faut connaître aussi quelle a été l'implication de Jonathan Ive dans ses produits, puisqu'on sait que ça fait quand même quelques mois, voire quelques années qu'il avait largement levé le pied. Donc, tout à fait. Donc ça va être intéressant. Et il se dit qu'il sera aussi plus fin que les iPhone 11 actuels. Donc, voilà. On verra bien. Tout ça, ça sera en septembre et ce sera bien sûr à vivre sur 01 TV, la grande keynote Apple, tout comme les grandes keynotes, vous le savez, sur 01 TV. Donc dorénavant sur les box, toutes les grandes keynotes de la tech sont à découvrir et en direct. Et ça sera le cas d'ailleurs dans quelques jours. Tout à fait. Début février, le 11 février, avec la keynote Mettez-le Samsung. dans vos agendas. Oui. Grosse soirée. Unpacked sur 01 TV. Et alors là, croyez-moi, on a tout sorti. Le plus gros studio de la capitale, les meilleurs journalistes high-tech qui sont là, peut-être le deuxième aussi. Et on vous fera découvrir donc les nouveaux Galaxy Samsung qui vont être annoncés. Ça va être énorme. Vous savez que c'est le smartphone best-seller dans le monde, le Galaxy Samsung. Donc on découvrira tout ça en direct et ça sera donc sur 01 TV. Voilà. On enchaîne avec Disney+, tiens. Oui, tout à fait, Disney+, qui, cette semaine, nous a réservé une petite surprise, puisque le service sera disponible à partir... sera gratuit. Voilà, pas tout à fait. C'est sympa. C'est sympa. Pas tout à fait. Mais il sera disponible à partir du 24 mars, au lieu du 31. C'est ce qui avait été annoncé jusqu'à présent par Disney. Les gars, ils se sont dit, OK, on est prêts. Bon, on va commencer plus tôt. Oui, voilà, attendez, faire, ça sert à rien. Avec aussi confirmation du prix, ça y est, ça sera 6,99 € par mois, ou 69,99 € par an. Donc, économie de 2 mois offerts.
francs abonnés à l'année. Aux États-Unis, c'est 5,99 Non, c'est 6,99 $. Ouais. C'est pas cher. Non. C'est pas cher si on compare ça à Netflix. Oui, tout à fait. Netflix, on est autour des 13 € si on prend la version, un abonnement de 2 écrans HD et un peu plus de 15 € si on a la 4K et 4 écrans. En Ultra HD. Alors là, que pour 6,99 $, la 4K est intégrée. On a la totale. Ouais. Tout à fait. Surtout quand on voit qu'au catalogue de Disney, il y a quand même à peu près 80% du top 10 du box-office américain, entre les séries Marvel, les Star Wars, les dessins animés. C'est vrai que ça fait pas cher par rapport au succès populaire et financier aussi de toutes ces franchises. Pour le tester un petit peu ce service depuis quelques temps. Tiens, comment ça se fait? Je vis aux États-Unis. je prends l'avion simplement. Je prends mon jet privé pour venir. Pour de quoi je me mêle, pour 2-3 broutilles sur RMC aussi. Et puis après, je repars. Non, plus sérieusement, on fait beaucoup plus vite le tour du catalogue Netflix, Disney+, que Netflix. Donc c'est peut-être pour ça aussi que, il est légitime de la part de Disney de ne pas aussi faire payer trop cher, parce que franchement, il y a les Star Wars, les Marvel, le fond de catalogue Disney, ça va vite finalement. Après, il y a aussi du National Geographic, etc. Mais bon, moi qui ai des enfants et je connais leur capacité à regarder environ 5248 fois le même dessin animé. Franchement, le sujet du fond de catalogue, je suis même pas sûr que ça en soit un problème. Voilà. Même pour les fans de Star Wars qui regardent des Star Wars. Après, Disney, on est conscient, ils savent très bien qu'ils lancent ça à un prix plutôt abordable. Souvenez-vous des prix de Netflix à l'époque quand ils étaient lancés en France, c'était 3 ou 4 € de moins. Donc, au fur et à mesure des années, on augmente les tarifs. Il y a une autre info qui est importante aussi, qui était cette semaine. Il y a Hulu qui va aussi peut-être Hulu qui va peut-être se lancer en France aussi au cours de l'année. Hulu qui appartient aussi à Disney. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, ça appartient complètement. Et donc, ça va être intéressant parce que s'il se lance en France, Disney va arriver avec finalement 2 offres de services complémentaires, avec justement du gros fonds de catalogue Disney et des contenus un peu plus variés sur Hulu. Donc, peut-être qu'on va arriver voir aussi des packs Disney plus Hulu qui pourront être intéressants et eux, peut-être qu'ils vont pouvoir remplacer vraiment l'offre Netflix. Tout à fait. Ouais. Il y a déjà des packs, je crois, aux US avec Disney+ et un service de sport en fait qui appartient aussi à Disney, ESPN, je crois. Voilà, c'est ça. Et si vous prenez les deux, vous avez une petite réduction. Hulu qui est énorme aux États-Unis. Oui, ça fait des années que ça existe. C'est un service vraiment majeur là-bas. Et puis je vous rappelle, puisqu'on parle de 01 TV régulièrement, puisque peut-être que vous nous écoutez sur RMC, mais cette émission est diffusée aussi sur 01 TV, une émission dédiée aux séries vous attend tous les mois, en compagnie entre autres de Jean-Sébastien Zanqui de Sens Critique, qui s'appelle l'Ultra Haute Émission, où on traite en fait de toute l'actualité des séries, des films et de la qualité d'image et du son aussi. C'est un rendez-vous à découvrir donc sur 01 TV. On enchaîne avec, alors ça c'est une information hyper stratégique et hyper importante de la part de Huawei. Vous savez que Huawei n'arrive pas à se dépatouiller de ses ennuis avec les États-Unis. Huawei qui est complètement bloqué, qui ne peut plus sortir de smartphone, en tout cas en Occident, avec les services Google. Donc autant vous dire qu'un smartphone sans les services Google, c'est un peu compliqué pour le vendre. Donc Huawei essaie de réagir et le premier acte de cette réaction, il a été annoncé cette semaine. Oui, puisque Huawei a signé un accord avec TomTom. Vous connaissez le TomTom certainement pour l'époque où il faisait des GPS, mais TomTom c'est aussi un immense service de cartographie. C'est aussi un immense acteur, Tom Cruise, mais qui évidemment n'a rien à voir dans cette histoire. Excusez-moi. Bravo. Je pensais plutôt à TomTom et Nana, moi, non? TomTom quoi? Non, vous connaissez pas ça. TomTom et Nana, oui, bien sûr. Oui, moi, je suis un petit peu plus vieux, c'est pour ça. Je suis à court de jeu de mots. Donc TomTom Huawei. Oui, TomTom Huawei. Donc Huawei va utiliser la cartographie de TomTom, qui est notamment d'ailleurs utilisée par Apple. Dans Apple Plan, il y a aussi de la cartographie de TomTom. Donc ça va lui permettre de pouvoir créer un service équivalent de Google Maps. Sans Google cette fois-ci, donc toujours avec la cartographie et avec aussi les données de navigation et de trafic. Ça pourra justement permettre de contourner le bannissement qu'a ordonné Donald Trump depuis l'année dernière, donc, et qui empêche Huawei d'utiliser les services Google, les précieux services Google, sans lesquels les téléphones ne servent à pas grand-chose. Notre collègue Nicolas Lelouch avait fait un test sur zoranet.com, il avait essayé justement le dernier modèle Huawei. Il était inutilisable. Qui techniquement était incroyable, bien sûr, mais en termes de service et du UX, de logiciel,
Impossible. Voilà. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas les services Google, mais comme vous n'avez pas le Google Play Store, vous ne pouvez télécharger aucune application, en tout cas. Maintenant, il y a comment ça s'appelle, le Play Store, enfin le store de Huawei, l'App Gallery, je crois. l'App Gallery, où il y a des applis, mais vous n'avez pas les applis, on va dire, essentielles. Non. Vous n'avez pas encore, par exemple, Netflix, vous n'avez pas Twitter, vous n'avez pas Facebook, parce que ce sont des services américains. Et voilà. Et voilà. Donc, il n'y aura pas de service américain dans App Gallery. Enfin, et donc, TomTom arrivant, ça ne règle qu'un tout petit problème finalement. Donc il y aura de la cartographie, c'est déjà pas mal. Et on peut aussi se questionner sur l'intérêt de TomTom en tant que en tant que concurrent de Google Maps. TomTom, c'est un très bon logiciel de navigation, GPS pour la voiture, pour les deux roues. Mais ce qui est intéressant dans Google Maps et même Apple Maps dans une moindre mesure, c'est toutes les infos qu'on a à côté. C'est-à-dire trouver un restaurant, trouver un hôtel, avoir des avis sur des commerces. Mais je crois qu'il y a ça aussi, non, il y a un petit peu des points d'intérêt aussi, mais peut-être moins riches. Quand on compare beaucoup moins développé que Google, forcément. Oui, mais c'est mieux que rien pour Huawei, on va dire. Tout à fait, c'est clair. On enchaîne maintenant avec cette histoire incroyable. On va s'intéresser au smartphone de Jeff Bezos. Eh oui. Alors, on ne l'a pas trouvé ici dans le studio, mais vous savez que Jeff Bezos, le patron richissime d'Amazon, eh bien, son smartphone aurait été piraté par un prince saoudien. Oui, par le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman. C'est vraiment l'histoire complètement rocambolesque de la semaine. On dirait une série Netflix. Oui, c'est ça. Vraiment. Pour vous résumer, c'est son portable qui aurait été piraté par le compte WhatsApp donc de Mohamed Ben Salman. Ils échangeaient des messages tous les deux, et il y a un envoi de fichiers malveillants qui a été fait via le compte du prince héritier saoudien, qui a servi à siphonner en fait toutes les données personnelles du patron d'Amazon. Alors pourquoi l'Arabie saoudite ferait ça? Tout simplement parce que Jeff Bezos est aussi le propriétaire de Washington Post, et qui travaillait au Washington Post, Jamal Khashoggi, qui était le journaliste dont on soupçonne que l'assassinat était justement commandité en octobre 2018 par l'Arabie saoudite. C'est un journaliste qui était très critique vis-à-vis du régime de Mohamed Ben Salman, et ainsi le pouvoir saoudien aurait voulu affaiblir Jeff Bezos pour justement discréditer les propos de Jamal Khashoggi. Donc voilà, c'est vraiment une histoire complètement rocambolesque, et on sait qu'en plus en 2018 il y a eu des photos de Jeff Bezos dénudé, qu'il aurait envoyé à sa maîtresse, des photos privées, on va dire, qui lui a coûté son mariage. C'est vrai. C'est à cause de ça qu'il et un quart de sa fortune. Et un quart de sa fortune, accessoirement. Un quart ou la moitié? Peut-être la moitié, je sais plus. Je crois que c'est 25% de ses actions amazoniennes. Mais je crois que l'ex-femme de Jeff Bezos se retrouve avec la moitié d'Amazon, d'après ce que le jeune milliardaire. Alors, vous pouvez nous corriger sur YouTube si on dit des bêtises, mais à vue nez, bref, cela dit, c'est énorme. Que ce soit un tiers ou la moitié, c'est énorme. Milliards de dollars. Voilà, c'est ça. Mais incroyable cette histoire. Oui, c'est complètement incroyable. Ça veut dire qu'avec WhatsApp, on peut pirater un téléphone si on télécharge une application malveillante ou un fichier malveillant, c'est dingue. Bien sûr, donc imaginez, c'est quand même le patron d'Amazon, imaginez que son téléphone doit être un petit peu surveillé. Donc, bien sûr, pas assez, visiblement. Voilà, pas assez, donc faites attention que si vous recevez des vidéos étranges, ne cliquez pas dessus. Oui, on ne sait pas quel téléphone il avait. Oui, est-ce que c'était un iPhone 10? C'est un iPhone 10. C'est un iPhone 10. Un iPhone 10, alors que pourtant Apple... C'est un fichier vidéo qui a été envoyé. À la lecture du fichier vidéo, ça venait appeler un script. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça veut dire qu'on peut pirater un iPhone? Oui, bizarre quand même. Oui, et ça envoyait les photos. Quand on regarde le rapport d'expertise qui a été fait donc par la société privée mandatée par Jeff Bezos, les taux d'envoi de données ont augmenté de 29 000% juste après. Donc c'est vraiment le téléphone qui a été siphonné et envoyé directement. Alors a priori vers les services secrets saoudiens, on imagine. Ça reste encore à prouver, mais évidemment l'Arabie saoudite dément complètement. Attention avant d'ouvrir une vidéo dans WhatsApp. Cela dit, moi j'imagine que la faille a été corrigée depuis. Moi quand Mohamed Ben Salman m'envoie un message, je ne réponds plus. Je l'ai bloqué parce que. Enfin, cela dit, moi, ils peuvent siphonner mon téléphone, à part des photos de téléphone dedans. Oui. Il y a peut-être 2-3 photos de moi en maillot. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de valeur, mais n'exagérons rien quand même. On reste dans le smartphone, mais cette fois-ci un petit peu plus tranquille, avec le smartphone pliable de Samsung. On en sait déjà beaucoup. Oui, ça serait donc le second modèle après le Galaxy Fold, et il serait présenté donc le 11 février, on en parlait tout à l'heure, lors de la présentation du Galaxy S20 à San Francisco. Voilà, tout à fait. Donc un petit peu comme le Motorola Razr, le nouveau modèle qui est sorti récemment. Ce modèle-là, donc le
le Galaxy Z Flip se plierait de manière comme un téléphone à clapet, tout simplement, ce qui permettrait d'avoir un écran OLED de 6,7 pouces une fois déplié, ce qui est quand même hyper confortable. Alors par contre, au niveau configuration technique, il serait légèrement en dessous du Galaxy S20, c'est-à-dire que le modèle S20 aurait le Exynos 990 ou le Snapdragon 865 aux États-Unis, tandis que le Galaxy S Flip n'aurait que, entre guillemets, le 855, qui est le Snapdragon actuel. Donc ça permettrait justement, pourquoi pas, d'avoir un prix plutôt raisonnable, on ne sait jamais, avec ce modèle-là, qui serait certainement moins cher que les 2000 et quelques euros du Galaxy Fold. Mais en tout cas, je trouve que sur le form factor, c'est quelque chose de très sympa. Moi, j'avais été très convaincu par le Razer, et ça va être sympathique de voir ça. Ouais, c'est hyper intéressant parce que quand Samsung a présenté le Fold, on s'est dit, c'est pas tant le Fold, le premier pliant, d'ailleurs on dit pliant, pas pliable. C'est vrai. Ça, c'est le gros débat à la rédaction de 01. Vous savez, toute la journée, vous entendez pliant, non, pliable, non, pliant, non, pliable. Alors, c'est pas tant le Fold qui était intéressant, mais les itérations suivantes. Comment Samsung allait faire de ces écrans pliants une nouvelle gamme avec des produits qui vont s'affiner, qui vont devenir de plus en plus pratiques à utiliser. Et là, c'est la deuxième version et franchement, j'ai hâte de l'avoir en main parce que 6,7 pouces, ça fait quand même une surface d'affichage énorme et avec un taux d'encombrement qui du coup sera réduit de moitié. Il semblerait que Samsung ait fait un effort sur l'épaisseur de son produit. Donc franchement... je trouve ça hyper intéressant. On va découvrir ça avec beaucoup d'impatience le 11 février. Et comme tu disais, Jean-Sébastien, fiche technique peut-être un peu plus modeste par rapport au S20, mais ce qui permet de positionner ce produit pas sur du haut de gamme, mais sur peut-être du milieu de gamme. Ça sera cher, je pense que ce sera plus de 1000 euros, c'est sûr. J'ai entendu 1500 euros. C'est possible, mais ça fait déjà 500 euros de moins que le Galaxy Fold. Donc au fur et à mesure, les prix baissent. Très bien, on enchaîne et on termine avec cette bien mauvaise nouvelle concernant les utilisateurs d'enceintes Sonos. Et surtout ceux qui ont des anciennes enceintes Sonos. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pourquoi nous sommes tous énervés, Jean-Sébastien? Alors cette semaine, Sonos a annoncé qu'à partir de mai 2020, plusieurs de ces appareils ne recevront plus de mise à jour de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que Sonos se contentera de faire des mises à jour pour corriger des bugs ou corriger des failles de sécurité. Pourquoi Sonos fait ça? Tout simplement parce que d'après eux, ces appareils, qui ont tous plus de 10 ans, n'ont plus assez de puissance, tout simplement, pour supporter toutes ces nouvelles fonctionnalités. Alors les appareils en question, ce sont le Zone Player, le Connect Amp, la première génération du Play 5, le R200 et le Bridge. Donc c'est des appareils qui commencent à dater. François les a tous. François les a. Non, j'ai deux, pour tout vous dire, j'ai deux Play 5. Alors je les regarde maintenant le soir. Ben oui. D'accord. Ouais. Alors ces appareils, mais qui marchent magnifiquement bien. Enfin, je veux dire, comment ils vont continuer de fonctionner. Oui, alors voilà, mais c'est ça. J'aimerais quand même que tu nous expliques ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, obligé de les mettre à la poubelle. C'est marrant parce que Sonos a annoncé ça le 21 janvier, là, cette semaine. Et ce 23 janvier, le patron de Sonos a réagi dans une lettre ouverte en disant on vous présente nos excuses parce qu'effectivement, on a mal communiqué là-dessus, mais en revanche, rien n'est changé. C'est-à-dire que ces produits-là, ils vont continuer à fonctionner sans problème. Par contre, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils vont continuer à fonctionner. Par contre, les nouvelles fonctionnalités qui seront déployées sur les appareils qui sont vendus actuellement ne pourront pas être intégrées. Ces appareils, ils sont sortis il y a plus de 10 ans. C'était à la base que des appareils multi-room. Ils ont quand même gagné en 10 ans de fonctionnalités. Tous les appareils que tu as cités là, ils sont sortis il y a plus de 10 ans. Oui, tout à fait. C'est des appareils qui n'avaient pas, à l'époque, le streaming n'existait pas. C'est des fonctions qui ont été rajoutées au fur et à mesure. Maintenant, il y a 100 services de streaming qui sont accessibles sur Sonos. Donc quand même, Sonos a réussi à maintenir ces appareils pendant 10 ans à jour. Mais d'après eux, en matière de puissance, de mémoire, c'est des appareils qui, comme nos smartphones finalement, qui sont arrivés au bout. Voilà, qui sont arrivés au bout. Et c'est difficile d'avoir des choses en plus. Alors Sonos propose deux solutions. Soit on les garde et on attend qu'on continue à les utiliser et peut-être qu'effectivement un jour certains services de streaming ne fonctionneront plus, c'est possible, c'est une possibilité. Ou alors de nouveaux services de streaming ne seront pas disponibles, aussi. Ça peut être ça aussi. Voilà, tout à fait, ou avec l'ajout de fonctionnalités sur Spotify ou Apple Music, parfois ces appareils ne suivront plus, ou alors on peut les recycler via le programme TradeUp qui permet donc d'avoir 30% de réduction sur des nouveaux appareils Sonos, mais
en revanche, l'appareil qu'on a actuellement, le vieil appareil, lui, il est bloqué et il est forcément destiné au recyclage et ne peut plus être utilisé et pas revendu à un autre utilisateur. Ah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte cette réduction de 30%, il désactive vraiment, définitivement, l'ancien modèle. Tout à fait. Dingue ça. Oui, ça permet à Sonos de sortir de son parc des appareils obsolètes. Sonos l'explique aussi en disant on n'a pas envie que des clients qui achètent ces appareils-là d'occasion se retrouvent avec des appareils du coup qui n'ont plus les fonctionnalités que nous on déploie actuellement. Ouais. Alors franchement, on peut critiquer Sonos, mais je trouve que la critique est un peu injuste envers Sonos parce que des personnes qui ont acheté ces produits il y a 10 ans se retrouvent quand même avec des produits qui ont beaucoup évolué entre-temps, qui avaient des fonctions... des nouvelles fonctions qui n'étaient pas du tout prévues à la base, et il y a très peu de fabricants qui font ça, franchement. Et 10 ans, c'est énorme, sachant que aujourd'hui, vous achetez un Mac, même un Mac qui a 7 ou 8 ans, vous ne pouvez pas installer les dernières versions de macOS. Je suis d'accord, Christopher, mais moi, ce qui me choque un petit peu quand même, c'est que c'est vrai qu'un smartphone ne dure jamais 10 ans, on est d'accord. Mais là, c'est une enceinte. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est une enceinte qui restitue. En fait. Oui, c'est ça. Mais intellectuellement, c'est plus compliqué de se dire, OK, mon enceinte, elle a 10 ans, elle ne marche plus. Oui, mais l'enceinte, c'est ça qui est embêtant. C'est vrai que la différence que les raisons pour lesquelles tu as acheté cette enceinte il y a 10 ans sont encore valables aujourd'hui. Le cœur des fonctionnalités, bien sûr. Les raisons pour lesquelles tu les as achetées, voilà, ça continuera de fonctionner. C'est juste les nouvelles fonctionnalités qui n'apparaîtront plus sur ce produit. Non, moi, ce qui m'inquiète, et ça sera peut-être le mot de la fin, c'est est-ce qu'il y aura toujours cette, on va dire, cette harmonie entre tous les systèmes Sonos. Par exemple, moi, j'ai 2 Sonos Play 5 de première génération, mais j'ai une Beam et j'ai des Sonos One de dernière génération. Alors, est-ce que tout ce beau monde va continuer à discuter ? Tu seras obligé de sortir les enceintes baptisées Legacy de ton parc si tu veux avoir les mises à jour sur les nouvelles enceintes. Ah oui. C'est ça qui est embêtant. Voilà. Ça, c'est plus embêtant. Oui. Bon, écoutez, c'est sur cette note vraiment dramatique que se termine ce De quoi je mêle, en tout cas cette première partie. Merci beaucoup Jean-Sébastien Zanqui. Merci à Christopher Simili, directeur de la rédaction de 01. Alors vous restez avec nous. Si vous nous regardez sur 01 TV, surtout vous ne touchez à rien. On va poursuivre dans un instant avec un vrai résumé du CES de Las Vegas avec notre expert qui nous rejoint. Et puis, bien sûr, si vous êtes avec nous en podcast, laissez-vous porter. Là encore, dans un instant, vous saurez tout sur ce CES. À tout de suite et merci d'être là. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.